тремя правительствами и расширила рамки их сотрудничества и понимания, с новой уверенностью, что их правительства и народы вместе с другими объединенными нациями обеспечат создание справедливого и прочного мира. Так гласит пункт 1 сообщения о Берлинской конференции трех держав. Свободолюбивые народы, современники величайшей в истории войны, с удовлетворением узнали из сообщения о Берлинской конференции, что дело мира вновь продвинулось вперед, что историческая Берлинская конференция завершилась в обстановке искреннего взаимопонимания руководителей трех великих держав, взявших на себя благородную миссию создания прочного мира во всем мире. Professeur Malkoff, la tête de Staline vous a frappé. Pourquoi? Bien, la situation était difficile pour Staline après le 21 juillet, ou plutôt le 23 juillet. Truman lui avait dit, lors d'une pause pendant la conférence, que les États-Unis possédaient l'arme la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Et Staline avait aussitôt compris qu'il s'agissait de la bombe atomique. Cela changeait totalement la situation pour la diplomatie soviétique. Et cela obligeait Staline à penser l'avenir des relations soviéto-américaines dans le contexte du monopole atomique détenu par les États-Unis. À la fin du film, on voit Staline assis à côté de Truman et Attlee et qui a l'air manifestement pensif, préoccupé. Non pas tant par les problèmes qui venaient d'être résolus pendant la conférence, que par ceux qui étaient liés à l'apparition de ce facteur totalement nouveau dans les relations soviéto-américaines. Alors, dans la discussion entre les Américains et les Russes, le grand problème, c'est le problème des réparations et c'est le problème de l'argent que les Russes espèrent obtenir de la part des Allemands. On sait que les Américains et les Anglais attaquent les Soviétiques sur le problème de la Pologne, sur le problème de la Bulgarie, de la composition du gouvernement bulgare, la composition du gouvernement roumain. Et Staline et Molotov ne disent rien sur l'Italie, où tout a été réglé sans demander l'avis de Moscou. Ils ne disent rien sur la Grèce, où tout a été réglé par les armes sans demander l'avis de Moscou. Comment vous expliquez cette situation? Je dirais que la retenue de Staline et de Molotov à la conférence de Potsdam sur ces points, qui sont des questions clés de la politique européenne en 1945, eh bien, s'explique sans doute par le fait que Staline avait la ferme intention de demander aux États-Unis, et il comptait sérieusement dessus, une aide économique importante pour relever l'économie soviétique détruite par la guerre. Donc, tout en affirmant et en gardant des positions fermes en ce qui concerne tous les pays qui composaient le cordon sanitaire, autrement dit, qui avaient une frontière commune avec l'Union soviétique, c'est-à-dire la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie. Staline avait décidé de faire montre d'une grande retenue en ce qui concerne la Grèce et l'Italie. Il laissait ainsi, pour une grande part,
les mains libres aux États-Unis et à l'Angleterre. Car à l'époque, Staline comptait sur une collaboration avec les États-Unis. Tout cela s'explique donc par la crainte qu'il avait de voir réapparaître une Allemagne forte et par l'aide importante qu'il attendait des États-Unis pour relever l'économie soviétique. Autrement dit, pour sauver en quelque sorte la renaissance de l'Union soviétique grâce à l'aide américaine, il fermait les yeux sur le comportement des anglo-saxons en Grèce et au Japon, puisque là-dessus, les Américains avaient demandé carte blanche, dans le but d'obtenir ce qu'ils voulaient sur l'essentiel. C'est bien ça. Oui, c'est exactement cela. Alors maintenant, nous allons voir les actualités que les Américains ont présentées aux Allemands à la date où nous sommes, au milieu de juillet. Im Sommer 1942 wurde Himmlers Adjutant Heydrich in Prag erschossen. Daraufhin überfielen SS-Truppen das kleine tschechische Dorf Lidice, töteten die Männer des Ortes und brannten die Häuser nieder. Auf dem Boden, auf dem einstmals Lidice stand, leitet Präsident Benesch einen Gottesdienst. Die Bauern gedenken ihrer ermordeten Freunde. Lidice wurde zerstört, aber sein Name wird bleiben. Über die Söder-See, aus den westlichen Gebieten Hollands, kommen die Soldaten der Wehrmacht. ...180.000 Mann, geschlagen, entmutigt und müde, gehen nach Deutschland zurück, unter Bewachung eines einzelnen Postens. Zum letzten Mal durch holländische Dörfer, vorbei an lautlos zusehenden Einwohnern. Diese Reste der einst stolzen Wehrmacht sind 5 Jahre älter als zur Zeit, da sie und ihre Kameraden auszogen, die Welt zu erobern. Nun ist ihre Reise zu Ende, wo sie begann, an der deutschen Grenze. Beispiel der engen Zusammenarbeit der Vereinten Nationen ist der Bau amerikanischer Superfestungen in Kanada. Kanadische Männer und Frauen arbeiten hier an den Bombenkammern der Riesenflugzeuge. Der Tunnel des Rumpfes ist ein Luftdruckkorridor. Ein Flugzeugrumpf verlässt die Montagehalle zur endgültigen Fertigstellung in den Vereinigten Staaten. Eine Superfestung kommt aus den Vereinigten Staaten zurück und wird auf einem kanadischen Flugfeld von Arbeitern, die sie zu bauen mithalfen, mit Stolz besichtigt.
eines der größten und schwerst bewaffneten Bombenflugzeuge der Welt. Im stillen Ozean wird sie bis zum Tage des Sieges gegen Japan im Einsatz stehen. Der Hafen von Venedig, einer der schönsten, den die Welt kennt, legt Zeugnis. Aber entlang den berühmten Kanälen sind Spuren des Krieges kaum zu sehen. Alliierte Soldaten gehen auf Urlaub nach Venedig. Diese Männer der amerikanischen 5. Armee sehen Venedig zum ersten Mal. Ein Denkmal der Zivilisation, die sie in langen Kämpfen verteidigt haben. Während der deutschen Besetzung wurde die Stadt der 175 Kanäle, des Dogenpalastes und der Rialtobrücke zu einem Zentrum der italienischen Freiheitskämpfer. Venedig, das in alten Zeiten so viele Kämpfe siegreich bestand, Venedig lebt wieder in Frieden. Das britische Kriegsministerium enthüllt jetzt das Geheimnis einer weiteren technischen Erfindung. Eine Brücke, getragen von einem Panzer. Dieser Typ hat den Namen die Arche. Sie wird von dem Churchill-Panzer getragen und kann binnen wenigen Minuten geworfen oder gehoben und vorgetragen werden. Die Besatzung betätigt die Brücke, ohne die Deckung des Panzers zu verlassen. Ein anderer Typ ist die Scherenbrücke. Sie wird hydraulisch betrieben. Der brückenwerfende Panzer war seit dem Tage der Landung in der Normandie einer der Faktoren, die Deutschlands endgültige Niederlage unvermeidlich machten. An der Küste Hollands, bei Scheveningen, erfüllen deutsche Truppen eine der Bedingungen der Berliner Deklaration. Sie entfernen Tausende von Minen, die sie in den letzten Monaten des Krieges gelegt hatten. Sie benutzen deutsche Karten und alliierte Minensuchgeräte. Tellerminen. In all den nordeuropäischen Gebieten beseitigen Deutsche die Todesfallen, die Deutsche gelegt haben. Die feuchten Ruinen der Häuser und der Schmutz in den Bombentrichtern sind Brutstätten von Epidemien. Die überfüllten Wohnstätten und ungewaschene Kleidungsstücke begünstigen die Verbreitung der Krankheiten. Schlechtes Wasser und Kleiderläuse sind Träger von Typhus und Fleckfieberbazillen.
Da die Chlorreinigungsanlagen noch nicht überall in Betrieb sind, haben die alliierten Militärbehörden die Bevölkerung aufgefordert, das Wasser vor Gebrauch abzukochen. Die alliierte Militärregierung hat alle möglichen Maßnahmen ergriffen, dem Ausbruch der Epidemien vorzubeugen. Es wurden Entlausungsstationen eröffnet, denn die Kleiderlaus überträgt den Flecktyphus. Sie befestigt ihre Eier in den Nähten der Kleider und bohrt sich in die Haut der Menschen. In diesem Pulver, das den Namen DDT trägt, fanden die Alliierten das Mittel zur Bekämpfung dieser Gefahr. Die deutsche Zivilbevölkerung muss an diesem Kampfe mithelfen und sich der prophylaktischen Behandlung unterziehen. Während die Frauen behandelt werden, nehmen sich Pflegerinnen der Kinder an. Kleidungsstücke müssen so oft wie möglich gewaschen oder desinfiziert werden. Es ist im Interesse der Kinder, dass Mütter und Angehörige dieser Behandlung unterzogen werden, ehe es zu spät ist. Angriff auf Borneo. Einschiffsplatz der Alliierten im Stillen Ozean. Australische Truppen, kampferprobt, erwarten den Befehl, an Bord zu gehen. Das Ziel ist Tarakan, an der Ostküste von Borneo, seit 3 Jahren eine wichtige Rohstoffquelle der Japaner. General Blamey gibt seinen Truppen die letzten Anweisungen. Bombenflugzeuge bereiten die Landungen vor. Flugblätter und Sprengbomben werden abgeworfen. Der Angriff. Ein japanisches Treibstofflager ist in Brand geworfen. Die Truppen gehen an Land. Die Japaner sind in das Innere der Insel geflohen. Alliierte Truppen marschieren landeinwärts. Mit immer wachsender Kraft führen die Alliierten den Kampf gegen den letzten Feind, gegen Japan. In der Nähe von Braunschweig werden nach einem Verfahren vor einem alliierten Militärgerichtshof die Todesurteile an 6 Deutschen vollzogen. 5 von ihnen waren der Spionage überführt worden. Im April hatten sie sich in die amerikanischen Linien geschlichen, 4 in Zivilkleidern, einer in amerikanischer Uniform. In einer Sandgrube unter der heißen Sommersonne wird das Urteil gemäß dem Kriegsrecht vollstreckt.
wichtigste Mann, Hauptmann Kurt Bruns aus Bad Kissingen. Er hatte den Befehl gegeben zur Erschießung von 2 amerikanischen Kriegsgefangenen. Professeur Malkoff, cette scène terrible est quand même assez étrange. Et il est étrange que les Américains montrent ça aux Allemands. Car de quoi s'agit-il? On fusille des gens qui n'ont pas respecté, entre guillemets, les lois de la guerre. Fermez les guillemets. C'est donc à l'intérieur de l'ordre militaire que se passent ces choses-là. Il ne s'agit pas de dénazification. Et les criminels de guerre ne seront pas exécutés aussi vite que cela, ce qui pose toutes sortes de problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison, professeur Ferro. La guerre va toujours de pair avec la cruauté, avec des actes inhumains, même quand les soldats se battent pour une noble cause. Ça, c'est une chose. L'autre chose dont je voudrais parler à propos de ces images, c'est de la haine que ressentaient en général les soldats des armées alliées, que ce soit les Américains, les Anglais, les Français sur le front occidental, ou que ce soit les Russes sur le front oriental. La haine qu'ils éprouvaient envers la machine de guerre nazie. Cette haine est très présente dans ces images. Et je le rappelle encore une fois, la guerre ne va pas sans cruauté. Même si on se dit qu'un espion est toujours un clandestin sur un théâtre d'opération. 55 Kilometer nördlich von Manila, Hauptstadt von Luzon, liegt der große Ipoh-Staudamm, der nicht nur die Kraftanlagen treibt, sondern auch Manila mit einem Drittel des Wasserbedarfs versorgt. Die Japaner hatten den Befehl, auf ihrem Rückzug den Damm zu sprengen. Aber sie sahen die Hoffnungslosigkeit ihres Kampfes ein und ergaben sich. Einer nach dem anderen kommt aus seinem Schlupfwinkel. Sie werden nach Waffen durchsucht und in Gefangenenlager geführt. Indessen geht nördlich von Luzon der Kampf um den strategisch wichtigen Inselstützpunkt Okinawa seinem Ende zu. Ein amerikanischer Panzer ist auf eine japanische Landmine gestoßen. Er hat sich überschlagen und ist in Brand geraten. 4 Mann liegen hilflos im Panzer. Ein 5. durch die Explosion aus dem Fahrzeug herausgeschleudert, taumelt den Marinetruppen entgegen, die ihre Kameraden aus dem Feuer zu retten versuchen. Aber die Flammen erreichen die Munition und alle Hoffnung auf Rettung ist vorbei. Auf demselben Frontabschnitt greifen flammenwerfende Panzer einen befestigten japanischen Unterstand an. Eine Stellung nach der anderen muss ausgeräuchert werden. Okinawa ist erobert worden. Der Kampf forderte einen hohen Preis. Aber der Besitz der Insel ist unerlässlich für den großen, entscheidenden Schlag gegen Japan. Professeur Malkoff, vous avez remarqué que dans ces actualités américaines destinées aux Allemands, il est beaucoup plus question de la guerre, d'opérations militaires, que de dénazification, alors que pourtant, avant Potsdam, pendant Potsdam, après Potsdam, on ne parle que de dénazification. Qu'on parle de la guerre dans les activités britanniques, c'est normal, puisque
la guerre n'est encore pas finie. On va le voir bientôt. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. A mosquito with a new and bigger sting. A 6-pounder gun slung under the aircraft's 4 machine guns made the Mozzie one of the war's most effective U-boat killers. First operational use of the 6-pounder carrying aircraft was in November 1943. After that, they became the U-boat's nightmare, scoring kill after kill before and after D-Day. In one air battle, a Mozzie drew a bead on a big Junkers at a mile range and blew it out of the sky with one shell. Another British war-winning plane is the jet-propelled Gloucester Meteor, first squirt fighter of the United Nations to go into action against the enemy. For speed and maneuverability, RAF pilots swear by the Meteor. These squirt fighters won their spurs in the battle against the flying bomb. Said an RAF fighter pilot after his first flight in a squirt, "They're sweet to handle at high speed. It's just like driving around noiselessly on a cloud." Je pense que l'épisode que nous venons de voir est extrêmement important parce qu'il montre la supériorité écrasante de la technologie militaire des Alliés par rapport à celle de l'Allemagne nazie. C'est la fin de la guerre. Mais même au début de la guerre, pendant la bataille d'Angleterre, les Anglais avaient déjà prouvé leur supériorité dans la mesure où ils s'étaient montrés capables de repousser toutes les attaques de l'Allemagne. À la fin de la guerre, tous les Alliés ont une supériorité militaire incontestable sur l'Allemagne. Et de ce point de vue, le nazisme est condamné. Les avions que nous venons de voir sont le fruit des immenses progrès effectués par la technologie militaire anglaise et qui étaient en mesure d'anéantir les toutes dernières armes allemandes sur lesquelles Hitler comptait beaucoup, les V1 et les V2. C'est tout à fait significatif. La production militaire des Alliés avait fait un immense pas en avant. Et je parle de tous les pays alliés. Aux États-Unis, on avait créé la bombe atomique, et en Russie, on avait conçu de nouveaux systèmes d'artillerie, de nouveaux tanks qui avaient montré leur supériorité sur tous les champs de bataille. Alors qu'en Angleterre, les réalisations les plus marquantes avaient eu lieu dans l'aviation et la défense antiaérienne. A people's thanks to the RAF was made in Copenhagen. A big air display and march past by RAF units was a gala day for the Danish capital. Men of the RAF regiment paraded before the Queen of Denmark. A bugle band of the WAFs provided background music, and later they had a blowout all on their own. Sir Reginald Dorman Smith, Governor of Burma, meets Burmese leaders on board a British warship in Rangoon Harbour to discuss Burma's future. Epilogue to the 14th Army's total victory in that country. It was in Rangoon that men of the 14th celebrated with a victory march their hard-fought triumph over the Japs. Lord Louis Mountbatten, Supreme Allied Commander in Southeast Asia, took the salute. Once the forgotten army, the 14th has written its name large in the history of Burma. The monsoon rain, the old enemy of these jungle campaigners, couldn't even leave their victory parade alone. Famous regiments of fighters from many nations were among the thousands of troops who took part in the march past. West Africans, Indians, Gurkhas proudly paraded alongside British Marines and the men of county battalions. To round off the 14th triumph, its commander, General Sir William Slim, filmed at Pathé Studios, has this to say on the war situation. The war against Japan is going well.
Our American allies in the Pacific have won great victories, and we have had our own successes in liberating the greater part of Burma. But the Japanese is a tough enemy, and much must be done before he will admit defeat. Nothing can stop us winning, but a great deal can be done to speed up and render less costly the final victory. That depends on how soon and to what extent we can marshal against Japan the resources which now become available. Je dois malheureusement dire que les Européens connaissent mal la guerre que les Alliés ont menée contre le militarisme japonais en Asie. Ces images montrent des Anglais accompagnés de soldats américains, Chinois, Australiens, qui ont combattu avec courage les Japonais en Birmanie et en Chine, et qui ont permis des victoires très importantes. Ce document met en valeur la contribution considérable des Alliés dans la défaite du militarisme et de l'agression en Asie. Oui, il faut dire que les Soviétiques ont peut-être aidé les Chinois à se battre contre les Japonais, mais ils ont ignoré longtemps la guerre en Méditerranée, puis la guerre en Birmanie. J'ajouterais qu'à la grande colère des soldats de l'armée des Indes, ceux-ci jugeaient que même l'Angleterre les ignorait. Et on l'a vu lors des fêtes de la victoire contre l'Allemagne, le front d'Extrême-Orient, où le général Slim se battait contre le Japon, était complètement ignoré. We, the peoples of the United Nations, momentous opening words of the Great Charter for World Peace. At San Francisco, 200 men and women of 50 nations labored to build an organization that will outlaw war for all time. President Truman attends the last session of this conference, which the whole world has anxiously watched. The president meets many famous guests, among them General Smuts, who is a delegate to that other peace conference at Versailles, and Admiral Nimitz, under whose command British and American ships are hammering at the door to Japan. At the famous Opera House, the assembled delegates hear a call for their final vote from the chief of the British delegation, Lord Halifax. And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. Nation by nation, the delegates cast their votes. 50 peoples pledged to peace. Now the final signing of the Charter. For Britain, Lord Halifax. Edward Stettinius, Chief of America's delegation to the World Security Council. For the third Big Three partner, Mr. Gromyko, Ambassador to Washington. For China, first nation to be attacked, Dr. Wellington Koo paints his signature. The charter of mankind's deepest hopes. Humanity demands that this be the Magna Carta of lasting peace. Final speech of the conference was given in characteristic spirit by President Truman. If we had had this charter a few years ago, and above all, the will to use it, millions now dead would be alive. If we should falter in the future in our will to use it, millions now living will surely die. Well, there's a time for making plans, and there's a time for action. The time for action is here now. The Allied world salutes the spokesman of nations which stand for peace. San Francisco has made a beginning, a courageous stand that promises to build a mighty structure for peace. A charter born of the agony and destruction of total war. It must mark a turning point in human history. A new way reaches to the future. The world must follow it through unity and cooperation to lasting peace. Professeur Malkoff, pour un historien, l'ONU commence sous d'étranges augures. Parce qu'on se dit, mais ça recommence comme la SDN de 1919, après la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de pays absents, naturellement, l'Allemagne, l'Espagne, etc., etc. Simplement, la Russie
et les États-Unis sont dedans, mais déjà il y a un conflit. Moscou demande que chaque république soit présente. Il y aura l'Ukraine, bien sûr, mais elle demande 10 places à l'ONU. Et pour les Américains, c'est un scandale. Mais les Russes répondent, Molotov, vous avez bien le Nicaragua, le Guatemala, le Honduras et l'Argentine, qui était l'allié des nazis. Donc il y a aussi un conflit, mais on n'en parle jamais de cela. Pourquoi? Je dois dire que le problème de la création de l'Organisation des Nations Unies s'était posé aux Alliés dès la conférence de Yalta. Et la composition de cette organisation avait déjà été discutée. C'est à Yalta que Staline avait proposé que l'Union soviétique soit représentée non seulement par le gouvernement soviétique, mais aussi par l'Ukraine et la Biélorussie. Il justifiait cette demande par le fait que ces deux républiques soviétiques avaient eu à déplorer le plus grand nombre de victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Roosevelt et Churchill avaient donné leur accord. L'Organisation des Nations Unies était l'enfant du président Roosevelt, lequel, peu de temps avant sa mort, avait l'intention d'intervenir lors de la conférence de San Francisco, où devaient être adoptés les statuts de l'organisation. Il est notoire qu'il préparait un grand discours. Et on voit sur ce document qu'à la place du président Roosevelt, c'est le président Truman qui s'adresse à la conférence de San Francisco, puisque le président Roosevelt est mort le 12 avril 1945. C'était une organisation internationale de sécurité d'un type tout à fait nouveau qui venait d'être créée et qui ne devait pas rééditer l'expérience malheureuse de la Société des Nations. Et c'est pour cela que l'ONU a été dotée d'une structure et de principes de fonctionnement complètement différents, qui lui donnent des possibilités beaucoup plus grandes d'intervenir. Maintenant, vous voulez dire, aujourd'hui, c'est Vodnia. Oui, cette organisation qui est chargée de la sécurité a une importance extrême, malgré toutes ses faiblesses de fonctionnement. Et je pense qu'à l'avenir, elle jouera un rôle encore plus grand. Oui, parce que moi j'ai un peu l'impression que quand Staline a accepté de participer à l'ONU, il considérait que ce n'était pas très sérieux, que ça n'avait pas de conséquences. Comme la première SDN, c'était un peu un jouet, Igrouchka, pour Roosevelt, Truman, cette assemblée générale. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que Staline prenait cela assez au sérieux. Simplement, il considérait que l'Union soviétique, après la Seconde Guerre mondiale, était appelée à jouer un rôle essentiel dans le concert des grandes puissances. Dans l'ONU? Oui, dans la mesure où l'Union soviétique a contribué à la défaite du fascisme et à la création de différentes organisations, comme l'ONU par exemple. Et ça n'est pas un hasard si l'Union soviétique s'est à l'époque ralliée à la fameuse Charte atlantique, conclue par les États-Unis et l'Angleterre en 1941 et qui prévoyait la création d'un nouveau système pour garantir la sécurité internationale. Et alors, vous voyez maintenant les choses comme cela, mais je peux vous demander, sur Potsdam, est-ce qu'il y a de nouvelles approches maintenant que le mur de Berlin est tombé et que 50 années ont passé? En ce qui concerne cette conférence de Potsdam, ses résolutions et ses conséquences, je dirais que l'opinion publique russe, et en particulier les historiens, sont extrêmement partagés. Selon certains, la conférence de Potsdam n'a pas fait la preuve de son utilité sur le plan historique. Elle a favorisé des relations internationales conflictuelles.
Je pense que c'est une opinion un peu partiale. Pour d'autres historiens notamment, la conférence de Potsdam a au contraire grandement contribué à la création d'un système stable de relations internationales après la Seconde Guerre mondiale. Elle avait certes quelques points faibles, mais c'était déjà le cas du traité de Versailles. Il y en avait sans doute plus. Il ne faut pas oublier que la conférence de Potsdam n'était pas une conférence de paix. C'était la dernière conférence des trois puissances. Autrement dit, la conférence de Potsdam a été quelque chose qui a institué une certaine force dans l'organisation de l'Europe, mais elle avait des points faibles, alors que l'ONU, c'est une organisation faible qui a eu quelques aspects forts. C'est peut-être ça que vous voulez dire. Merci, professeur Malkov, de nous avoir éclairé sur le point de vue soviétique, puis russe, sur ces événements anciens. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons des actualités françaises et américaines.